David Gauthier, Catherine Bandorme, Ronnie Mendo, Daniel Telsken, Virginie Barlet, François Delmotte, Fran Ahmed, Martine Calaré, Laurence Lamiran, Claudette Cadar, Hervé Lemaire, Francine Namier, Olivier Merseman, Michel Cadar, Marie-Claire Bourdaine, Elio David Cadar est présent, Jacqueline Mailleux, François Fumery, Adeline Caru, Roland Tiquet, Adrien Nard, Sabrina Vandenbroek, Emmanuel Vantouille, Dorothée Melin, Tanguy Brich, Orlane de Zouter. Merci, Elliot. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Alors, nous revoilà réunis tout juste 2 semaines après notre dernière séance. Un enchaînement qui s'explique, vous le savez, par des contraintes de calendrier entre le rapport d'orientation budgétaire que nous avons présenté le 2 avril et le vote du budget de ce soir. 14 jours se sont donc écoulés. En 14 jours, on fait a priori pas grand-chose. Alors, je me suis amusé à répertorier les différentes manifestations de notre vie depuis le 2 avril. Le concert des élèves de l'Académie de musique, la chasse à l'œuf, le tournoi de judo, le concert d'HBM, la belote pour nos seniors, le bal des extraordinaires, le spectacle au cabaret, le tournoi de futsal, le loto du club de foot, le job dating pour nos saisonniers, l'inauguration du commerce médical Restore, la collecte solidaire de notre CME-CJ pour les étudiants du LUCO, l'après-midi récréatif de Millionnaire Terra, le rendez-vous emploi au cœur des quartiers. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de compter, je l'ai fait pour vous. Il y en a eu 14. Voilà, un par jour en moyenne. Alors, on est forcé de constater qu'il y a une dynamique qui est en place dans notre ville et on ne peut plus nous dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Saint-Paul. Donc ça, c'était pour la ville d'aujourd'hui. La ville de demain, là, on est en train de la construire. Ce sont des chantiers dont on vous parle parfois depuis des années. Et je suis un maire qui est fier de vous annoncer qu'ils sont à nos portes. Ça y est. Je suis passé pleine Maillard il y a quelques jours et j'ai pu constater que la base de vie venait de s'installer pour des travaux, je le rappelle, destinés à réaménager totalement cet espace pour en faire un pôle nature et loisirs en complément du parc Prigent. Cet été vont débuter les travaux du square d'El Vallée. L'objectif est assez clair, que ce square porte enfin bien son nom avec une nature qui aura toute sa place, en plus d'un aménagement routier simplifié. Toujours cet été, c'est la réhabilitation des maisons cheminotes qui va s'engager. Dans cet été, dans 3-4 mois. Un autre chantier colossal, celui des Jean-Marie Maire. Vous l'avez peut-être remarqué, si comme moi vous y êtes passé, la rénovation des entrées d'immeubles, en plus de celle des 508 logements, a commencé. Et les déconstructions des entrées N, O, T et U seront réalisées avant 2027. Je pourrais également vous citer la livraison des maisons de la rue de Provost à l'automne, la déconstruction de l'église désacralisée de la place Carnot dès ce mois de juin, ou encore le prolongement de la rue Victor Hugo devant le Médicentre, donc là aussi en juin. Autant de métamorphoses dans une ville, autant de manifestations, et bien d'autres encore, ça se budgète évidemment, et c'est ce que nous allons vous présenter ce soir, tout comme les différentes subventions à nos associations. On va donc démarrer cet ordre du jour par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 23 mars dernier. Il n'y a pas eu de correction qui a été demandée, aussi je vous demande d'approuver ce procès-verbal en apposant vos signatures sur la feuille qui circule actuellement. Premier point à l'ordre du jour. Le 30 mars 2026, le Conseil municipal de Dunkerque a délégué au Conseil consultatif de Saint-Paul la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Dans l'objectif de faciliter la bonne marche de l'administration communale et conformément à l'article L2122-22 du CGCT, il vous est demandé de me déléguer cette compétence. Le Conseil sera invité à prendre acte de l'usage fait de ces décisions lors de nos séances. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 2, donc nous passons à l'attribution des subventions communales pour l'année 2026 et je laisse la parole à Jean-Luc de Bablard. Merci, monsieur le maire. Comme chaque année, et malgré un contexte budgétaire difficile, la municipalité maintient son soutien au secteur associatif en leur accordant des subventions pour l'année 2026. Par anticipation et en connaissance des votes du budget tardif et pour ne pas fragiliser nos associations, nous avons fait le choix de leur verser une avance de subvention qui ne pouvait excéder le quart de la subvention perçue l'année précédente. Les montants ici proposés
comprennent cette avance déjà perçue. Je vous propose d'acter les montants tels qu'ils ont été transmis en annexe de cette délibération et tels qu'ils ont été présentés en commission. Merci Jean-Luc. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Mondragon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Monsieur Kless, mesdames et messieurs les élus, nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel pour la vitalité de notre commune, c'est l'attribution des subventions aux associations. J'ai demandé en commission sur quels critères précis reposent ces choix, quels éléments permettent de justifier qu'une association soit soutenue et que l'autre, parfois tout aussi engagée sur le terrain, ne le soit pas. Les réponses apportées ont été que soit les dossiers n'étaient pas complets, ou que les associations en question n'avaient pas de projet. Nous pensons qu'il serait judicieux de revoir votre manière de répartir les subventions. Pourquoi? Parce qu'attribuer une part même modeste à chaque association de la commune, ce n'est pas diluer les moyens, c'est au contraire reconnaître l'utilité de chacune, encourager les initiatives et soutenir celles et ceux qui s'engagent avec parfois peu de ressources. Ce sont souvent les petites structures, les plus récentes, les plus fragiles, qui ont le plus besoin d'un accompagnement, car ce sont ces structures qui risquent de disparaître dans un système où l'aide publique est concentrée. À l'heure où on parle de cohésion sociale, de lien local, d'engagement citoyen, peut-on réellement se permettre de laisser certaines associations sans aucun soutien? Vous qui avez pourtant déclaré ceux qui divisent ne sont pas symbolois, en laissant certaines associations sans aucun soutien, ne créez-vous pas vous-même cette division? Enfin, au-delà du fond, il y a une exigence démocratique, celle de la transparence et de l'équité dans l'utilisation de l'argent public. Il ne s'agit pas ici de polémiquer, mais de corriger un déséquilibre qui fragile notre tissu associatif. Nous vous demandons donc une méthode plus juste, plus transparente et plus cohérente avec les valeurs que nous défendons, parce qu'au fond, la question est simple. Voulez-vous soutenir quelques associations ou faire vivre l'ensemble de notre tissu associatif? Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Juste quelques points pour répondre à cette intervention, justement. Le premier, vous parlez d'équité, donc, et nous sommes convaincus, nous sommes garants collectifs de cette équité. Je rappelle juste que l'équité n'est évidemment pas l'égalité, ce sont deux choses bien distinctes. Nous accompagnons l'intégralité des associations qui ont un projet dans l'intérêt des Saint-Gaulois et également dans l'intérêt de la collectivité. On ne dit pas l'argent public, par contre, nous agissons en bon père de famille, et pour reprendre vos termes à l'occasion de certains conseils municipaux, nous sommes garants de la bonne gestion des deniers publics. Et donc à partir du moment où effectivement nous n'avons pas les pièces requises, ou qu'il y a des choses à revoir dans la gestion des comptes, il nous paraît évident de moduler ces subventions aux associations. Voilà, tout simplement. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3 à l'ordre du jour concerne donc le vote du budget spécial de l'exercice 2026 et je cède la parole à M. François Delmotte. Le budget primitif constitue l'acte par lequel l'Assemblée délibérante autorise les recettes et les dépenses de la collectivité pour l'exercice annuel. L'élaboration du budget 2026 s'inscrit dans un contexte national contraint, marqué par l'adoption tardive de la loi de finances et par de fortes incertitudes sur la participation des collectivités au redressement des finances publiques. Si le texte définitif prévoit un effort moindre que celui initialement envisagé, il pénalise particulièrement les territoires industriels, dont la ville et la communauté urbaine de Dunkerque. À l'échelle locale, ces mesures se traduisent par une contribution de plus de 2,4 millions d'euros pour la ville de Dunkerque, liée notamment à la baisse de la compensation des valeurs locatives industrielles et à la hausse progressive des cotisations CNRACL. Ces contraintes réduisent les marges de manœuvre financières et rendent nécessaire une adaptation des dépenses afin de préserver l'équilibre budgétaire et l'épargne communale. Par ailleurs, l'année 2026 marque la dernière année d'application du pacte fiscal et financier de solidarité
conclus entre la communauté urbaine et ses communes membres, dont les mécanismes ont permis jusqu'à présent de préserver l'épargne communale. L'ensemble de ces éléments conjugués à la nécessité de maintenir une épargne nette suffisante pour financer les investissements communaux, notamment ceux liés au programme NPNRU de Saint-Paul-sur-Mer, conduit à une baisse globale des dépenses de fonctionnement pour les 3 communes associées. Ainsi, le budget 2026 a été élaboré conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Conseil consultatif du 2 avril 2026, autour de principes clairs: la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de personnel, tout en préservant la qualité du service public, le maintien d'un programme d'animation ambitieux, la reconduction du soutien au tissu associatif, ainsi que la poursuite d'un programme d'investissement structuré autour de la modernisation du patrimoine communal, de l'amélioration du cadre de vie et du maintien d'équipements adaptés aux besoins de l'ensemble des habitants. Les grands équilibres budgétaires. Pour rappel, le budget spécial de la commune associée de Saint-Paul-sur-Mer se compose de 3 grandes enveloppes: la section de fonctionnement pour la gestion des dépenses courantes de la commune financée par une dotation de la ville de Dunkerque, un budget de gestion des frais de personnel issu du budget principal de la ville de Dunkerque, une enveloppe pour les dépenses d'investissement également issue du budget principal de la ville de Dunkerque. Le budget 2026 s'établit en dépenses de la manière suivante: budget spécial 10 145 000, masse salariale 11 500 000, investissement 4 millions, dont le NPNRU et l'éclairage public. Le budget spécial permet à la commune de Saint-Paul-sur-Mer d'assurer l'activité quotidienne. Il regroupe l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Les montants projetés du budget spécial 2026 de la ville sont détaillés par chapitre. Le chapitre 11 s'établit à 5,99 millions au budget primitif 2026 contre 6,47 millions au budget primitif 2025. Cette évolution traduit un effort significatif de maîtrise des charges courantes et constitue le principal levier d'ajustement du budget de fonctionnement. Cette baisse résulte principalement d'arbitrage sur les dépenses d'entretien et de maintenance, notamment des bâtiments et des terrains communaux, d'une rationalisation des achats de fournitures, petits équipements et prestations diverses, d'une réduction ciblée des dépenses liées à l'événementiel, la communication et certaines actions non récurrentes. Parallèlement, certaines charges demeurent en hausse, en particulier les dépenses sur l'énergie, qui continuent de peser structurellement sur les finances communales malgré les efforts de sobriété engagés. Dans son ensemble, le chapitre 11 reflète une gestion rigoureuse et prudente, fondée sur des priorités clairement définies, tout en appelant à une vigilance particulière quant au maintien de la qualité du patrimoine communal et au risque de report de dépenses à moyen terme. Le chapitre 65 atteint 4,15 millions d'euros au BP 2026, un niveau quasi stable par rapport au BP 2025. Ce chapitre, composé majoritairement de dépenses peu compressibles, est marqué par le maintien du niveau global des subventions, notamment celles versées aux associations et à la SCAS, traduisant ainsi la volonté de préserver le tissu associatif et les actions communales, les actions sociales. Une légère hausse des contributions et participations obligatoires, reflétant des charges réglementaires ou institutionnelles, l'inscription de crédits destinés à une budgétisation plus ajustée de certains postes, renforçant la lisibilité et la fiabilité du budget. Le chapitre 65 constitue ainsi le socle stable du fonctionnement communal, garantissant la continuité des politiques publiques locales et des engagements de la collectivité. De structure du budget par service. Les 3 premiers postes concernent 75% du budget 2026. Il s'agit des finances, 3,2 millions, soit 32% qui couvrent notamment les subventions et contributions aux associations et syndicats. Les techniques, 2,6 millions d'euros, soit 26%, essentiellement employés à la maintenance de 64 bâtiments et de l'espace public et aux dépenses incompressibles, gaz, électricité notamment. Enfin, l'enfant jeunesse qui représente
plus de 18%, avec 1,8 million d'euros destinés à nos dépenses en matière d'éducation, de petite enfance et de restauration scolaire. Les autres programmes d'un poids plus modéré se situent entre 160 000 et 505 000 euros. L'ensemble des lignes budgétaires figurant dans les précédents tableaux ont été restructurées afin de permettre une lecture du budget spécial par politique publique. Le détail est repris dans le tableau que vous voyez apparaître à l'écran. On retrouve notamment la qualification des espaces publics et le fonctionnement des bâtiments à hauteur de 3 154 000 qui regroupe les charges courantes, l'achat de petits matériels, les EPI, l'entretien des machines, l'entretien et la réparation des bâtiments et le nettoyage des locaux. Le développement de la vie associative et du lien social pour 2,9 millions, qui reprend les subventions aux associations, à la SCAS et au CIBU. L'éducation en jeunesse pour 1,8 million, qui comprend la restauration municipale des séjours vacances et ACMSH, le transport, les fournitures scolaires, le contrat d'association avec les écoles privées, etc. Merci. Pour la partie RH, nous passons la parole à Martine. Merci, Monsieur le maire. Le budget ressources humaines est estimé à 11 500 000 euros. Le coût du glissement vieillesse technicité est estimé à 51 500 euros pour cette année. Par ailleurs, l'augmentation de la participation de l'employeur au titre du risque de prévoyance lié au maintien de salaire des agents engendre un surcoût de 13 000 euros. Enfin, la loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle augmentation de 3 points de la cotisation employeur au titre de la CNRACL, ce qui représente un coût supplémentaire à intégrer dans le budget 2026, estimé à 145 000 euros. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'état des effectifs prévu pour 2026 s'établit de la manière suivante. Donc, voilà. Le diagramme est projeté à l'écran. On a d'une part les emplois permanents. Donc on a sur les emplois permanents pour 2026, 193 agents titulaires stagiaires, 20 contractuels sur emploi permanent, 12 contrats temporaires, 117 agents en poste à Saint-Paul-sur-Mer, non pris en charge dans la masse salariale. Donc ce sont des emplois non fusionnés ou mutualisés, pour un total donc, de 342 agents emploi permanent. D'autre part, on a les emplois non permanents. Donc là, on a la répartition par thématique d'emploi. Il y a pour les missions à temps non complet nécessitant des qualifications spécifiques, on a 6 animateurs sportifs, 40 périscolaires classe bonus, 22 cumul activités accessoires, ce sont les enseignants, pour un total de 68 agents. Et pour les emplois permettant l'embauche ponctuelle de personnes en parcours d'études et d'insertion, on a un seul contrat d'insertion, 47 animateurs d'accueil collectif des mineurs par mois d'été, 27 animateurs collectifs de mineurs durant chaque petite vacances, 30 saisonniers job d'été, donc 30 en juillet, 30 en août. On a les saisonniers hors période estivale, il y en a 6 et 50 surveillants de restauration scolaire, un total de 161 agents, ce qui fait en totalité pour les permanents et les non permanents 229 agents sur le budget 2026. Merci Martine. François, tu peux reprendre la parole. Merci Monsieur le maire. Le budget d'investissement. La section d'investissement regroupe les dépenses relatives à des opérations qui se traduisent par une modification de la valeur du patrimoine de la commune ou qui vient enrichir son patrimoine, bien matériel et immatériel. Achat de matériel durable, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, terrain, frais de recherche et développement logiciel, par exemple. Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 4 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter les reports de l'année 2025. Elles comprennent les provisions pour le NPNRE à hauteur de 500 000 euros et les provisions pour l'éclairage public à hauteur de 245 000 euros. Elles se répartissent dans le tableau qui s'affiche à l'écran. Ces lignes de ce tableau ont été restructurées afin de permettre une lecture du budget d'investissement
par opération et par projet. On peut ainsi identifier 3 grandes politiques publiques qui regroupent 84% des investissements. L'éducation enfant jeunesse pour 1 134 000 €, qui comprend la végétalisation de la cour de la halte de garderie, les travaux intérieurs et la réfection de la toiture de l'école Jules Verne et le relamping de l'école Van-Covenberg. La qualification des espaces publics et le fonctionnement des bâtiments pour 858 000 €, dont l'aménagement du cimetière, l'aménagement et la réfection des voiries, l'achat de matériel technique, l'aménagement des aires de jeu de la plaine Bayard et des city-stades. Les aménagements des équipements culturels et sportifs avec les études et les travaux programmés à Romain-Roland et au centre Jean Cocteau à hauteur de 760 000 €. Merci. Merci François, merci Martine pour cette présentation. Y a-t-il des interventions concernant ce budget? Oui, allez-y. Merci. Je prends la parole sur ce budget primitif au nom du groupe l'Avenir Saint-Paulois. Monsieur Desnottes, vous l'avez rappelé, le budget primitif que nous nous apprêtons de voter ce soir est un acte qui autorise les recettes et les dépenses de notre collectivité. Vous l'avez rappelé également, notre budget dépend intégralement du budget dunkerquois. Or, le choix de la ville de Dunkerque pour l'avenir, c'est un endettement toujours plus important et un fonds de roulement, donc des réserves financières qui tendent à disparaître. Nous avons ici débattu, il y a 2 semaines, le 2 avril, des orientations budgétaires futures pour notre commune associée. Le problème, c'est que dans ce budget primitif, nous ne voyons aucune retranscription financière des projets que vous nous avez annoncés dans le rapport d'orientation budgétaire que vous nous avez proposé. Je prends par exemple la sécurité, où vous avez parlé effectif, vous avez parlé de nouveau commissariat, vous avez parlé de lignes de protection, et nous ne retrouvons pas dans ce budget primitif les lignes budgétaires correspondantes. Le slide qui vient d'apparaître, le visuel qui vient d'apparaître à l'écran concernant les investissements n'apparaît pas non plus dans le budget primitif que vous nous avez transmis. C'est pourtant une demande que nous avons formulée les années précédentes, que le tableau des investissements futurs nous soit systématiquement transmis avec ce budget primitif. Or, dans les documents que nous avons reçus, nous ne l'avons pas. Donc nous avons un manque de visibilité totale sur les dépenses qui vont arriver, et puis surtout nous n'avons aucune concordance correspondante entre le rapport d'orientation budgétaire que nous avons eu à débattre et le budget primitif qui nous est proposé. Donc pour le coup, incertitude internationale et nationale, incertitude financière de la ville de Dunkerque, et je ne parle pas de la CUD qui est tellement endettée que ses finances sont maintenant en alerte rouge, et aucune visibilité vis-à-vis des dépenses futures. Donc vous comprenez bien que nous allons donc voter contre ce budget primitif. Merci. Juste quelques éléments de précision très rapides pour rétablir un certain nombre de faits. On a parlé de sécurité effectivement dans l'Europe et ça reste évidemment une priorité de ce mandat et une de nos priorités en termes de politique publique. Maintenant, il est évident qu'avant de déployer des caméras à leur porte-pièce n'importe où et parfois juste par démagogie pour faire plaisir, il y a tout un travail technique et de maillage au préalable qui lui est budgété dans les études et évidemment s'en suivra le déploiement. Enfin, pour rétablir également une vérité, le tableau que vous regrettez ne pas avoir reçu a été présenté en commission, donc vous en avez eu connaissance et vous l'avez lu. Voilà. Qui est contre? Donc nous l'avons bien compris. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le 4e point, j'ai le plaisir de laisser la parole à François Desnottes. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit simplement d'un ajustement purement administratif. Transformation de la régie de recettes pour les droits d'entrée au cinéma pour les seniors et avance pour la distribution de d'achat. En régie des recettes pour les droits d'entrée au cinéma pour les seniors et de préciser le montant du fonds de caisse au sein de l'acte, à savoir 50 €.
Merci François. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose de passer la parole à Virginie Varlet pour la présentation des points 5 à 9. Merci Monsieur le maire, ce sera une présentation globale puisque les délibérations avaient déjà été présentées lors d'un précédent conseil puisque nous avions désaffecté et déclassé l'ensemble de ces parcelles et donc l'étape suivante est donc la cession. Et donc vous avez en fait l'ensemble des personnes qui vont pouvoir acquérir ces parcelles-là. Merci Virginie. Nous allons donc procéder au vote de délibération. Pour la délibération numéro 5, qui est contre? Qui s'abstient? Pour la 6, qui est contre? Qui s'abstient? Pour la 7, qui est contre? Qui s'abstient? Pour la 8, qui est contre? Qui s'abstient? Pour la 9, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point numéro 10 et je passe désormais, je redonne la parole à Martine Calaret. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, suite à l'arrivée d'ordonnance en septembre 2024 assurée par l'association Ville-en-Vie, les communes associées de Malcap et de Saint-Paul-sur-Mer s'étaient entendues pour en assurer la pérennité. Après une restructuration de l'activité qui a permis d'accueillir une centaine de nouveaux danseurs dès la rentrée de septembre 2025, pour la nouvelle saison, il est proposé de favoriser la pérennisation de l'emploi des animateurs de ces cours en créant 4 nouveaux emplois au sein de la commune. Un poste d'animateur à temps complet, 35 heures, 3 postes d'animateur à temps non complet, respectivement pour 30 heures, 5 heures et 6h34. Merci Martine. Y a-t-il des remarques? Alors, moi, je vais me permettre d'en faire une et de saluer le travail qui est effectué, parce que sachez que la section hip-hop de cette nouvelle école de danse, donc de Saint-Paul, est actuellement à l'honneur et en partenariat avec le club professionnel de handball de l'USDK. La section hip-hop assure le show à la mi-temps. Ça a été une tentative, un essai qui est extrêmement concluant et là, 3 autres dates sont déjà prévues pour qu'ils viennent à nouveau nous montrer leur talent lors de cette mi-temps. Voilà. Concernant la délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de ce conseil. 2 questions orales nous sont parvenues. Je laisse donc la parole pour la première question. Oui, les 2 questions seront défendues et présentées par ma collègue Sabrina Mandabouc. Merci à tous. Je me permets de revenir sur une thématique que j'ai abordée lors du précédent conseil municipal, puisque j'ai abordé le sujet de l'implantation des arbres fruitiers dans le projet de végétalisation des cours d'école, et on m'a répondu, je cite, c'est techniquement impossible. Je vais détailler un petit peu avant de vous poser ma question, c'est pour pouvoir vous donner mes éléments. Donc ce que nous proposons, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, mais une opportunité éducative et écologique qui ferait de Saint-Paul-sur-Mer une commune innovante sur des politiques publiques. Donc non, ce projet n'est pas impossible, il est certes plus exigeant qu'une végétalisation classique, et c'est pour cela qu'il mérite d'être étudié, réfléchi, structuré et non écarté d'emblée. Plusieurs communes françaises ont déjà mis en œuvre avec succès des projets comparables et ça fonctionne. J'ai des exemples à Villette-sur-Ain, à Évian, à Tournefeuille, mais aussi à Sucy-en-Brie. Ce sont des municipalités qui ont développé cet objectif pédagogique et aussi alimentaire en intégrant des arbres fruitiers dans les cours végétalisés. Ça fonctionne et ça répond précisément aux enjeux que nous évoquons régulièrement, qui sont la végétalisation, l'éducation, l'alimentation et la biodiversité. Alors dire c'est techniquement impossible ne révèle pas d'une contrainte mais d'un choix local. C'est refuser un outil pédagogique, refuser de reconnecter les enfants à ce qu'ils mangent, refuser la biodiversité, mais aussi refuser de lutter contre les îlots de chaleur dans les cours d'école. En disant c'est techniquement impossible, vous fermez une porte, et j'aimerais bien vous entendre dire essayons intelligemment, ainsi on ouvre un chemin. Ma question est donc simple,
Sur quels éléments précis et objectifs vous appuyez-vous pour vous affirmer que c'est techniquement impossible? Est-ce qu'une étude technique a été réalisée ou est-ce que des projets spécialisés, des services spécialisés ont-ils été consultés? Ou refusez-vous simplement d'ouvrir une porte à un projet hors principe? Merci. Monsieur Nicole, pour la réponse. Alors, la jurisprudence administrative montre clairement que la présence d'arbres fruitiers dans une cour d'école peut engager la responsabilité de la collectivité en cas d'accident. Le problème réside dans l'usage par les enfants des fruits produits par les arbres fruitiers implantés dans les cours d'école. De fait, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un jugement rendu le 8 juin 2015, a condamné une commune au motif suivant. Je cite un extrait de ce jugement. Un défaut de surveillance est en l'espèce retenu si l'effectif des agents municipaux chargés de la surveillance de la cour était suffisant, 11 agents, dont 4 à proximité. Ceux-ci n'ont pas correctement assuré cette surveillance alors qu'ils étaient avertis de ce que les élèves avaient l'habitude de ramasser les fruits pour les lancer. En l'espèce, pendant la pause méridienne, un élève de 8 ans avait été grièvement blessé à l'œil par un jet de banane par un autre élève de 11 ans. Ce dernier avait été poursuivi pénalement et relaxé par le tribunal pour enfants. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir indemnisé la victime, se retourne contre la commune et obtient le remboursement de 50 471 € versés. Peu importe que les surveillants soient intervenus à 2 reprises auprès des enfants pour leur demander d'arrêter de jeter les fruits tombés de l'arbre, les juges leur reprochant de n'avoir pas su empêcher un geste qui était prévisible. D'autre part, la présence de fruits dans une cour d'école soulève des enjeux sanitaires, risque d'allergie alimentaire ou de contact, ingestion accidentelle, attirance accrue des insectes, guêpes notamment, avec les risques que cela comporte pour les enfants allergiques. À cela peuvent s'ajouter des problématiques d'hygiène et de maintenance, fruits écrasés, fermentation, nettoyage renforcé. Pour l'ensemble de ces raisons, la commune associée a souhaité ne pas prendre ce type de risque ni pour d'éventuels enfants victimes et leurs parents, ni en matière de responsabilité pour les encadrants de la pause méridienne ou les équipes enseignantes, et pas davantage pour notre commune. Ce choix n'exclut bien entendu pas la végétalisation des espaces, et c'est bien le sens de nos projets de cours d'école buissonnière, mais vise à aménager et garantir des espaces scolaires sûrs, sains et adaptés aux multiples usages des enfants. Merci Thomas. Deuxième question. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Afin d'assurer une information claire au Conseil et aux habitants de notre commune, j'aimerais, si vous le souhaitez, pourriez-vous nous retracer la chronologie de vos engagements depuis 2020? Merci de préciser les différentes fonctions que vous avez exercées, professionnelles comme publiques, notamment en tant qu'expert en assurance, directeur administratif et financier, maire délégué et désormais adjoint au maire de Dunkerque et vice-président de la CUL. L'objectif de ma question est de comprendre comment ces responsabilités se sont succédées et articulées dans le temps. Je vous remercie. Bien, je vais commencer à répondre notamment pour la partie élective. Vous siégez dans ce conseil depuis longtemps et vous n'êtes pas sans savoir les conditions un peu particulières dans lesquelles M. Christophe Claes a été élu en 2021, maire délégué de notre commune, après avoir exercé la fonction de premier adjoint depuis le début du mandat 2020. M. Claes et l'ensemble de l'équipe ont été réélus brillamment, sans vous le rappeler, aux dernières élections municipales, ce qui a permis aussi à M. Claes de siéger maintenant au conseil municipal de Dunkerque, non pas en tant qu'adjoint au maire, mais au titre surtout de maire délégué de notre commune. Ce qui est au passage bien moins lourd que d'être maire, de vouloir être maire de Dunkerque et au passage aussi maire de Saint-Paul-sur-Mer. Si vous voulez ce que je veux dire. Il s'est mis d'ailleurs à cette tâche de maire à fond, et ce n'est pas uniquement de la représentation ou des selfies, mais un travail au quotidien. Enfin, il est également devenu depuis peu vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Félicitations encore, monsieur le maire, en charge de l'emploi, ce qui est, au regard de ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue économique sur notre territoire, une vraie
une vraie confiance qui a été faite de par l'exécutif envers notre maire et aussi envers notre commune, une vraie reconnaissance envers notre commune au vu de ce qui se passe sur le territoire. Ce qui, c'est un peu plus anecdotique, nous permettra de rappeler que les emplois qui arrivent sont des vrais emplois et non pas d'emplois fictifs comme certains voudraient laisser penser. Voilà pour la partie publique, monsieur le maire, je vous laisse compléter sur votre partie professionnelle. Merci Annie. Merci Annie pour ces précisions. Bon, sur ma vie pro et ma vie privée, bon, il n'a jamais été ma nature, en tout cas, de me mettre en scène dans les réseaux sociaux avec ma famille, avec ma vie privée ou avec ma vie professionnelle. Je comprends que certains aient besoin de cela pour exister, mais ce n'est pas mon cas. Je vais quand même vous en dire un mot, puisque la question m'est posée et je ne vais pas fuir cette question. Pour ma vie professionnelle, j'ai toujours fait en sorte de tenir un équilibre entre mon mandat électif et ma vie professionnelle. Je conserve un métier, parce que je pense que c'est essentiel, c'est un lien avec la réalité quotidienne et la réalité de tout le monde. En l'occurrence, vous l'avez dit, je suis directeur administratif et financier, et j'ai la chance d'avoir un employeur qui m'a permis de réduire encore mon temps de travail pour prendre en compte ces nouvelles missions qui me sont confiées. Pour ce qui est du détail de l'articulation au quotidien, je n'ai pas besoin de vous partager. L'essentiel, c'est que le cabinet sache comment on travaille, et c'est eux qui gèrent mon agenda, et ils connaissent parfaitement mes priorités. Priorité, j'en profite pour vous la rappeler, c'est se consacrer à mon mandat. Un mandat électif, en tout cas, ça c'est ma façon de voir les choses, et je l'assume, et je le revendique même, c'est pas une rente, c'est pas un tremplin, c'est pas une ambition personnelle. C'est un temps dans sa vie où on a la chance d'agir pour le collectif, où on a la chance d'agir pour nos concitoyens. C'est un contrat qu'on passe avec la population pour mettre en œuvre un programme pour lequel nous avons été élus. Donc si ça peut vous rassurer, je fais évidemment de mon mandat une priorité, comme tout élu responsable doit le faire. Voilà. Notre conseil touche à sa fin. Date du prochain conseil prévisionnel, le 11 juin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.